webinaire c'est suite à une coordination avec l'Ordre des ingénieurs tunisiens à travers le comité régional de SFAC. Donc, on a discuté ça avec M. le doyen et on a programmé donc 2 séances de webinaire. Ça, c'est la première au cours de 2 heures aujourd'hui. Et une deuxième session sera assurée ultérieurement et on va vous communiquer les dates. Je commence donc par remercier donc les, les organisateurs, toute l'équipe qui a participé pour la mise en place de ce webinaire, que ce soit l'ordre des ingénieurs à travers Saïd Hamid الأخيين سي ماهر لنا في صفاقس وإيناس اللي خدمت على البريباراسيون تاع الويبينار هذا وإن شاء الله on vous apporte des éléments assez pertinents à travers ces 2 heures. Donc l'idée c'est de faire à peu près 1h30 de présentation dans laquelle je vous mets en garde, ça va être très technique, hein, ça va pas être organisation de projet ou suivi sur chantier, non, ça va être beaucoup plus axé sur le côté technique. Surtout de conception des voiries en zone urbaine et bien sûr les intersections. Et on va voir ensemble quelques bonnes pratiques, quelques endroits là où ça n'a pas vraiment marché, là où ça n'a pas été réussi. Et à chaque fois, je vais vous montrer des slides dans lesquels on voit ensemble les valeurs peut-être qu'il fallait adopter pour la chaussée, pour la largeur de la chaussée ou bien pour le trottoir. Et on va voir quel est l'impact des bons choix sur le partage de l'espace urbain en globalité. Donc, pour toute personne qui participe, bien sûr, va se poser la question pourquoi est-ce que j'assiste à ce webinaire. Donc, principalement, c'est remettre à sa place l'idée de l'importance de la conception des voiries et des intersections urbaines. Il n'est plus admissible maintenant d'ignorer le volet conception en voirie urbaine. Et il n'est plus question maintenant de peut-être calquer des projets d'une région à une autre. On va voir que pour chaque type de voie, pour chaque milieu traversé, il faut vraiment avoir une certaine réflexion pour proposer les bonnes solutions. Donc, je parle en connaissance de cause. Ensuite, au fur et à mesure, on va voir ensemble quelques moyens, quelques outils qui permettent d'assurer cette conception. Et on va voir aussi quelques bonnes pratiques qui sont en train d'être faites dans pas mal de pays. Bon, c'est très bien que les pays à revenus hauts, les pays assez développés, ils ont des voiries qui sont assez bien conçues, qui sont très poussées. Bon, on ne va pas rehausser la barre jusqu'à avoir des recommandations pour avoir des voiries comme ces gens-là. Mais pour les pays à faible moyen revenu, il y a certains aspects que je trouve personnellement essentiels à respecter dès lors qu'on a une voirie à construire. Et on va voir ensemble quelques bonnes pratiques qui sont, on va dire, réalisables dans notre contexte urbain et dans notre contexte administratif. Et avant de commencer, là, il faut faire la part des choses. On doit parler un peu on doit parler un peu du type de route qu'on est en train de construire. Il y a vraiment une tendance qui est un peu fâcheuse, c'est qu'on mélange un peu route et à l'intérieur des routes, il y en a pas mal de types, on est en train de les mélanger et d'un autre côté, on mélange ça avec la voirie. C'est-à-dire qu'il faut bien se mettre dans la tête que lorsqu'on va concevoir une voirie, on doit oublier un peu ce côté géométrique de la route qu'on est en train de déployer ou bien de faire appliquer au niveau des voiries. Et là, j'ai prévu quelques imprimes sur quelques livres qui seront intéressants pour le domaine routier. Donc, on sait très bien que les bureaux, les entreprises, le ministère de l'équipement, on est en train d'adopter ces guides techniques. Ce ne sont pas des normes, ce sont des guides techniques, ce sont des guides de bonnes pratiques qui vous donnent des directives pour bien concevoir votre route. Je dis bien route. Donc, il y a certains d'entre vous qui les connaissent certainement, d'autres qui les découvrent, surtout des gens qui s'intéressent qu'à la voirie. Donc, il y a le premier livre à gauche, Aménagement des routes principales. Donc, ça, on l'utilise pour concevoir des routes nationales, régionales et locales.
en Tunisie. On l'utilise aussi pour concevoir certaines rocades. On l'utilise aussi pour concevoir certaines voies de transit entre quartiers ou bien de liaison entre quartiers. Ensuite, il y a le deuxième livre qui est ICTAL. Bon, les gens qui font l'autoroute le connaissent très bien. ICTAL, ça veut dire Instruction sur les conditions techniques d'aménagement des autoroutes de liaison. Donc ça, on l'utilise en autoroute et il n'est pas question de l'utiliser en milieu urbain. Ensuite, il y a l'ICTAVRU. Alors l'ICTAVRU, ça commence à devenir un peu périmé. C'est les instructions sur les conditions techniques d'aménagement des voies rapides urbaines. Donc, on a toujours utilisé pour concevoir des voies rapides en milieu urbain. Je prends par exemple la GP9, ou bien la Rodix. Tout le monde connaît ces deux axes. Ben, ce sont des voies rapides urbaines. Et si vous essayez de faire la comparaison entre la GP9 et la Rodix, vous allez vous dire que sur la GP9, il y a des feux, donc je suis obligé de m'arrêter aux intersections. Au niveau de la Rodix, il n'y a pas de feu. Donc ça nous mène à considérer que la différence entre les deux, c'est que la GP9 est une voie rapide urbaine à caractère non autoroutier et la Rodix, c'est plutôt une voie rapide urbaine qui est isolée de son environnement et il n'y a pas de feu, donc elle est à caractère autoroutier. Et dès lors que vous concevez une voie rapide avec des vitesses qui vont être pratiquées de 70, 90, voire même 110 km à l'heure, bien sûr, vous êtes d'accord avec moi qu'il n'est plus question de tolérer la présence des piétons, la présence des gens qui utilisent des deux roues légères, des bicyclettes, et même au niveau des motocycles, c'est-à-dire des deux roues équipées d'un moteur, il faut vraiment leur trouver les bonnes pistes ou bien les bonnes solutions pour assurer leur sécurité. Maintenant, à l'échelle française, parce que malheureusement, nous, on relaie toujours sur ces guides techniques français et on n'a pas vraiment des guides techniques qui nous sont propres. Et j'espère qu'à travers ce premier webinaire, on commencera à réfléchir, à établir certaines fiches, certaines orientations. Et je vous mets en garde, ne comptez pas sur moi pour le faire tout seul, parce qu'il n'est plus question d'établir un guide technique par une seule personne qui va lire des documents et les résumer sous forme de quelques pages. Ça n'a pas de sens. On doit partager ça ensemble et on doit partager nos connaissances pour arriver à établir de tels guides. Bien sûr, on essaiera de coordonner tout ça. Donc, à l'échelle française, ces voies rapides urbaines, on a constaté que ça favorise les véhicules, ça favorise les vitesses. Donc, ils ont viré vers de nouveaux guides qui sont les VSA, voies structurantes d'agglomération. Il y a certaines qui sont à 90 à 110 km à l'heure, certaines qui sont à 70 km à l'heure. Mais ça reste toujours des voies rapides urbaines qui, généralement, doivent être isolées par des écrans végétaux de part et d'autre, par des clôtures métalliques. L'essentiel, c'est de ne pas avoir des piétons qui circulent sur une plateforme dans laquelle on voit qu'il y a des véhicules qui roulent à plus de 50 km à l'heure, parce que le danger devient très important. Ensuite, il y a d'autres livres comme le 2 fois 1 voie. Ce sont des routes qu'on peut concevoir, c'est-à-dire deux voies de circulation séparées par un terre-plein central ou bien une médiane au milieu. Et actuellement, en Tunisie, on n'est pas en train de faire ce type de route, mais j'ai toujours encouragé de le tester dans quelques zones, surtout lorsque le trafic ne dépasse pas les 15 000 véhicules par jour. Et donc, vous voyez sur ce schéma la différence entre ces voies rapides. Bon, on oublie maintenant les routes principales, on oublie les autoroutes. Maintenant, on va vers le milieu urbain. On est en train de traiter les voies urbaines. Donc, il faut faire la part des choses entre voies rapides et voirie urbaine. Dès lors que vous traversez une zone qui est urbanisée, plus ou moins dense, ben, vous ne pouvez pas interdire l'accès des piétons et des usagers qui sont vulnérables, les gens qui ont une mobilité réduite ou bien des deux roues légères. Vous ne pouvez pas leur interdire l'accès. Donc là, ça devient un peu critique. Et la plupart des ingénieurs qui font de la conception me posent la question. Nous avons une voie rapide urbaine, mais malheureusement, je traverse une zone qui est très dense. Il y a des commerces de part et d'autre. Il y a des gens qui ont des accès directs sur ces voies rapides urbaines. Et donc, ils vont jeûner cette vitesse que je suis en train de chercher et ils sont en train de jeûner ce niveau de service que je me suis fixé avec le maître de l'ouvrage. Est-ce qu'il y a une solution? Ben, la solution, c'est de virer vers les voies rapides urbaines dès lors que vous êtes dans ces zones-là. Il n'y a pas d'autre solution. Sinon, vous allez risquer de mettre tout le monde sur la plateforme
et vous risquez de transformer votre voie rapide urbaine que vous estimez bien conçue en un point noir et les exemples qui ont mené à ça ne sont pas négligeables à l'échelle du territoire. Je présente juste ce graphique que j'ai tiré à partir de documents internationaux pour sensibiliser vis-à-vis de la vitesse. Sur la figure de gauche, imaginez un véhicule qui voit un piéton qui va traverser la route à 14 mètres. À 14 mètres. S'il roule à 30 km à l'heure, il n'y aura pas d'impact. Il aurait du temps pour pouvoir s'arrêter. Mais si on roule à 50 km à l'heure, ben le choc va être très important et le risque de décès du piéton sera très élevé. Sur le graphique de droite, ça c'est les préconisations maintenant des bailleurs de fonds. Il faut regarder un peu l'axe des X qui représente la vitesse en kilomètres par heure et le pourcentage de décès en cas de choc entre un véhicule et un piéton. Donc, si un véhicule il roule à 30 km à l'heure, le risque de décès d'un piéton qui est percuté, il est de l'ordre de 10%. Si on passe à 50 km à l'heure, la distribution elle est log normale et on arrive à un risque qui atteint les 80%. Donc, vous voyez que tolérer des vitesses de 50 ou bien plus sur des voies urbaines dans lesquelles il y a des piétons n'est plus admissible. C'est pourquoi, dans les voies urbaines, la plupart des pays maintenant adoptent des vitesses de 30 km à l'heure. Sauf si vous assurez une division ou bien un partage de l'espace qui est net, physique, entre les piétons et les usagers. Alors, parfois, on me pose la question, les gens, ils roulent très vite. Les gens, au niveau des villes, on voit des chauffards, on voit des gens qui roulent très vite. On leur met un panneau 50 et ils ne le respectent pas. Ben, d'une part, on doit savoir en tant que concepteur que la signalisation, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Il ne suffit pas de mettre un 50 km à l'heure et puis tous ceux qui vont la dépasser, on s'en fout. On doit les prendre en compte et on doit aménager en faveur de la modération de la vitesse. On ne parle plus de limitation de la vitesse dans les zones urbaines, on parle plutôt de la modération pour aménager des espaces de telle sorte que l'usager, lorsqu'il perçoit cet espace, il se dit, voilà, c'est un tracé qui est... Mais Khatit, le volume à fond où je suis en train de pousser la voix. Il y a des gens qui demandent d'augmenter le volume ou peut-être. Est-ce que c'est un problème de connexion? C'est-à-dire ça coupe? C'est correct? Ouais. Il faut avoir une bonne connexion pour avoir la vidéo et le micro. Hein? Juste une question, Inès, vous êtes en train d'enregistrer la vidéo? Très bien, très bien. Oui, oui, bien sûr. اللي هو من سلة على هذه وتواصل معنا يعني في تنتين في التليفون. Merci beaucoup. Donc, on disait qu'on doit aménager en faveur du piéton. Et lorsque vous posez la question à quelqu'un qui ne connaît pas nos voiries, vous lui dites, que dites-vous de notre voirie? La première chose qu'ils vont dire, vous avez des voiries qui sont larges. Vous êtes en train de construire des routes qui sont très larges. Pourquoi est-ce que dans une zone urbaine, vous mettez des chaussées de 14 mètres de largeur? 14 mètres, c'est énorme. Et l'un des slides que je vais présenter tout à l'heure va vous montrer les vraies valeurs qu'on doit adopter. Indépendamment du trafic, indépendamment de l'espace qui vous est offert. Il y a des valeurs au-delà desquelles, si vous les dépassez, c'est-à-dire, vous allez avoir sûrement une augmentation de la vitesse. Et les exemples ne manquent pas. Et lorsque vous posez aussi la question à quelqu'un qui ne connaît pas nos routes et vous lui dites, selon les statistiques qu'on a, c'est généralement le chauffeur qui est en train de rouler vite qui est le responsable de cet accident. Il doit vous dire, écoutez, lorsque vous avez une classe et que vous êtes enseignant et que tout le monde a une note de 1 ou 2 sur 20, est-ce que c'est tout le monde qu'on doit pénaliser parce qu'ils n'ont pas bien suivi leur cours? Il y a sûrement une part de l'enseignant,
une part de l'administration, qui n'ont pas assuré le bon cours pour avoir une bonne route. Donc, le fait de dire que c'est toujours la responsabilité de l'usager ou bien du piéton, ça relève de la recherche des responsables. C'est ma connexion qui a coupé. Là, je reprends. Non, c'est la connexion. Je suis connecté sur le 3G. Bon. Je passe au slide suivant. On a vu donc la vitesse qui doit être pratiquée sur les voiries. Maintenant, au niveau des intersections, lorsqu'on roule à 50 km à l'heure, le champ de vision, il devient beaucoup moins large que le fait de rouler à 30 km à l'heure. Plus vous êtes en train de rouler rapidement, moins vous verrez les piétons, les cyclistes et les autres. Et donc, vous ne pouvez plus prendre la bonne réaction au bon moment et vous risquez d'engendrer un accident et d'engendrer des manœuvres qui sont dangereuses. Donc, la vitesse, elle a un bon impact sur l'arrêt et sur la vision au niveau des intersections. Et vous voyez la différence entre 50 et 30 km à l'heure. Donc, on arrive maintenant à la voirie sur l'une des villes. Bon, j'ai pris l'exemple de Sfax. On est en train de transférer à partir de Sfax. Je voudrais bien faire passer un petit message pour quelques collègues. La voirie, ce n'est plus une vitesse de référence. On ne parle plus de vitesse de référence lorsqu'on est dans une zone urbaine ou bien dans des voies qui sont assez courtes. On ne met pas de clotoïde pour faire varier des dévers parce qu'il y a une vitesse. Ça n'a pas de sens. Et puis le dévers, lorsque vous l'étudiez au niveau des voiries, malheureusement, on voit toujours des choix qui sont mal justifiés, pour lesquels on est en train de caler le dévers dans une voirie par rapport à une vitesse ou bien par rapport à un rayon. Mais non, le dévers, au niveau des voiries, et on le sait très bien au niveau de l'hectare-rue, ça se détermine à partir des conditions d'écoulement des eaux pluviales. Donc si vous avez une voirie à concevoir, et vous êtes en train de voir comment est-ce que je vais mettre le dévers correspondant, mettez-vous en tête directement l'eau pluviale. L'eau pluviale, comment est-ce que je vais l'acheminer? Et je vais vous montrer quelques exemples là où ça a échoué. Bon, sur la carte, je disais qu'il y a donc la ville de Sfax. J'étais en train de discuter avec nos collègues le réseau routier de Sfax. Il est composé de radiales qui partent du centre-ville vers les autres villes. Il y a par exemple la GP14 vers la ville de Gafsa, la GP13 vers Sidi Bouzid, la RN1 vers Tunis, vers El Madi, ainsi de suite. Donc généralement, ça, ce sont des routes principales. C'est pas une route principale au sens route nationale, mais au sens voirie. Ce sont des routes principales qui traversent la ville et qui sont copées par des rocades, d'autres rocades à quelques kilomètres du centre-ville. Tout ça, ce sont des voies qui sont notées principales. Ensuite, à partir de ces routes principales, on voit parfois jaillir certaines routes qui vont assurer la distribution au niveau des quartiers. Donc, par exemple, vous êtes sur la GP13, à un certain moment, vous arrivez ici, vous avez une voie qui va assurer la distribution au niveau des quartiers de part et d'autre entre ces deux routes. Donc, ça, c'est les routes, on va dire, de distribution. Arrivé à ces quartiers, on va avoir les petites rues qu'on appelle les voies de dessert. Donc là, quelques photos que j'ai prises à partir de Google Street, sachant que c'est un outil très puissant pour voir l'environnement que vous avez dans pas mal de villes en Tunisie. Donc à gauche, vous avez la GP13, c'est une voie principale. Elle a une largeur à peu près de 14 mètres. Ensuite, à droite en haut, vous avez une voie de distribution. Elle est moins large. Elle a des parkings. La vitesse normalement doit être moins élevée qu'au niveau des routes principales. Et à la fin, juste au fond de la troisième image, vous avez une petite ruelle de distribution. Et donc, cette subdivision, elle est facilement transposable d'une ville à une autre. Ça ne concerne pas uniquement la ville de Sfax ou autre. Et donc, ça a été toujours comme ça. Des voies principales, distribution et dessert. Alors, pour concevoir ces routes-là, généralement, les ingénieurs qui vont commencer à diviser cet espace, à mettre en place les vitesses limites, à concevoir les parkings et autres, ils ont besoin de guides.
Et la question qui m'a toujours été posée, quel est le guide qu'on utilise pour le dimensionnement des voiries? Malheureusement, et c'est un peu fâcheux parce que dans la plupart des cas, on est en train d'utiliser l'ARP ou bien l'ICTAVRU pour aménager des routes en plein milieu urbain. Il n'est plus acceptable actuellement de travailler en milieu urbain sans avoir des guides techniques pareils. Je ne vais pas dire que ça c'est mandatoire, je ne vais pas dire que ça c'est obligatoire à avoir avec soi, mais si vous essayez d'octroyer ce document-là, je l'ai ramené ici pour les collègues qui sont présents avec nous, le guide technique des voiries urbaines. Si vous commencez à lire ce document-là, vous allez vous rendre compte que tout ce qu'on faisait au niveau routier entre les villes, on va perdre une grande partie et on va se focaliser sur des choses qui côtoient un milieu urbain qui a ses caractéristiques, un tissu qui est assez délicat. Et donc, l'appréhension de l'aménagement devient un peu plus différente. Alors, la question peut-être qui se pose, est-ce qu'on doit adopter directement ce guide? Ben non, on ne peut pas l'adopter parce qu'il y a des choses qui ne sont pas réalisables. Ça provient de toute une étude de plusieurs quartiers en France. Et ça, vous pouvez le consulter sur certains documents aussi qui sont très importants, comme le document Ville plus sûre, quartier sans accident, le savoir-faire et technique. Ça aussi, je l'ai ramené ici dans la salle, et qui est accompagné aussi par une cinquantaine de cas pratiques qui ont été déployés en France et pour lesquels on a mesuré la vitesse pratiquée avant et après les aménagements, le nombre d'accidents, ainsi de suite. Et c'est avéré que même les Français, avec tous les guides qu'ils ont, il y a des défaillances qu'ils devaient remettre en place pour améliorer la qualité de leur voie. Donc, moi, personnellement, je suis pour l'adoption peut-être de certains contextes qui sont internationaux, au niveau des intersections, au niveau des largeurs des voies, mais de s'assurer que c'est faisable au niveau de nos voiries et aussi s'assurer que tout est pris en compte. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre ces documents-là et prendre juste la largeur des voies et on s'en fout du reste. Non, ce sont des documents qui sont assez exhaustifs, qui couvrent plusieurs thématiques et on doit s'assurer que tout est pris en compte. Sinon, on va réussir dans une certaine part de la conception au niveau de la voirie et peut-être on sera défaillant au niveau des intersections. Et c'est là que j'invite toujours les concepteurs à lire ces documents en entier pour voir les choses qui sont réalisables. Il y a aussi des fiches d'accompagnement parce qu'ils ont senti qu'un seul livre, ça n'est jamais suffisant. Il y a des fiches qui sont pertinentes dans lesquelles vous avez des résumés sur les des temps, sur les expériences et quelques pratiques qu'ils ont eues, l'aménagement de certains espaces publics, l'application du cadre réglementaire. Et tout ça, vous pouvez facilement les retrouver sur Internet, surtout sur le site du CEREMA, l'ancien CETRA. Et bien sûr, vous le savez maintenant, il y a une différence entre les documents techniques routiers édités par le CEREMA et les documents techniques qui concernent la voirie. Et là, il faut vraiment s'investir et avoir on va dire une bonne base documentaire de ce sujet-là qui est très important. Et donc, finalement, la règle d'or, la conception de ces espaces urbains doit être une sorte d'art. C'est l'art de s'intégrer dans l'environnement. On ne vient pas dans un quartier urbain et on se dit, voilà, ce type de route qu'on a fait dans telle ville, on va l'appliquer ici. Non, on doit s'intégrer au tissu urbain, on doit regarder les activités à droite et à gauche, on doit voir quelle est la fonction que va remplir cette voirie et à partir de là, proposer des solutions. C'est pourquoi il y a des choses qu'on doit maintenant abandonner. Comme les 3 points que je viens de citer sur mon slide, la conception de la voirie ne se limite pas à un axe en plan, un profil en long, un profil en travers et un métrique. Ça, on doit l'oublier, s'il vous plaît. C'est-à-dire qu'on vient dans une voie, on dit, on va tracer l'axe, on va voir un profil en long qui permet l'acheminement des eaux, avec parfois des pentes qui sont assez faibles et ça ne s'est pas assuré. Ensuite, on fait un profil en travers et un métrique et c'est fini. Voilà, on a fait la voirie, tout le monde est heureux, on a fait la voie et j'ai l'espace et tout le monde maintenant peut circuler dans les règles de l'art. Non, c'est pas correct et on va le voir. Le projet, je disais, il doit s'intégrer au milieu et non pas l'inverse. On ne vient pas dans un milieu qui est totalement sûr, il n'y a pas d'accident, et on aménage quelque chose qui va augmenter l'insécurité des gens. Et je vais vous donner des exemples dans ce sens. Et puis aussi, pour les bureaux d'études, s'il vous plaît, un projet de voirie, ce n'est pas une demi-journée sur un logiciel de conception. Non,
il n'est plus question d'accepter ça. On ne vient pas dans un linéaire de 2 km, 3 km qui traverse une zone urbaine et on se dit, je vais tracer ça sur piste 5, ça va me prendre une demi-journée, voilà le tracé combiné, voilà le météo, on a fini tout ça. Non, non, ça, on ne peut plus l'accepter. S'il vous plaît, vous n'êtes pas dans une zone rurale, vous êtes dans une zone urbaine. Vous avez des gens qui sont à droite et à gauche, vous avez des usagers qui sont vulnérables. Vous devez donner beaucoup plus de temps à la réflexion plutôt qu'au logiciel. Faites-nous un profil introvertible dans les règles de l'art et on s'en fout de l'accent du profil en langue. D'ailleurs, vous n'avez pas 36 000 solutions. Vous allez toujours suivre l'existant au niveau de l'axe, vous allez toujours suivre les codes seuils des bâtiments, mais ce qui est important, c'est plutôt comment vous divisez l'espace existant pour satisfaire les conditions d'utilisation de cet espace et le tissu local. Sinon, je disais, voilà, des résultats. Je ne suis pas là pour responsabiliser qui que ce soit, mais j'ai appris à faire de la marche dans les villes et les voiries de certains quartiers à Sfax. Et je vois parfois des aménagements qui sont copiés-collés d'un projet à un autre et on finit par des aménagements qui sont de ce type-là. Regardez l'image qui est à gauche. Il n'y a pas de trottoir. Et même s'il y a l'espace, on est en train de mettre des arbres au niveau de ce trottoir-là. Et en même temps, on a élargi la chaussée à des largeurs de 5 mètres, voire 6 mètres. Et hier soir, j'étais dans une voie de dessert. On a fait une route de 7 mètres et on s'en fout du piéton. On s'en fout du cycliste. On s'en fout des petits ou bien des élèves qui vont aller à l'école. Ça, ce n'est plus acceptable. Tu me dis, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu vas faire? Cette chaussée-là qui est à gauche, elle est très lâche. Elle est très lâche. Et je vais vous montrer comment elle était et comment elle est devenue. Et vous allez être sûr de ce que je suis en train de dire. L'image au milieu, vous avez une bordure. Alors ça, c'est la bordure, on en fait partout. Mais ça n'a pas de sens. Il ne faut pas aller directement vers un profil introverti dans sa bibliothèque, faire un copier-coller et l'adapter à l'espace qu'on a. C'est ce qu'on fait généralement. On prend un profil introverti et sur notre cadre, on l'étire pour qu'il soit à 6 mètres et hop, on le cale sur notre... Ça n'a pas de sens de regarder cette bordure-là. Donnez-moi une seule raison pour laquelle cette bordure doit exister. Il n'y a aucune raison. Pire que ça, cette bordure, elle gêne le stationnement. Cette bordure, elle gêne les piétons lorsqu'ils vont faire leur marche. Est-ce qu'ils marchent à droite? Est-ce qu'ils marchent à côté? Est-ce qu'ils marchent là-dessus? Donc ça, ce n'est pas acceptable. Vous me dites, est-ce qu'il y a des solutions? Il y en a 36 000 solutions. Mais ce que je suis en train d'inciter ici, c'est d'oublier ce copier-coller de profil introvertif avec double bordure, double caniveau et des largeurs qui sont assez larges et le calquer sur toutes les voies. Et ça, c'est applicable pour toutes les villes, s'il vous plaît. Bon, vous me dites les arbres, est-ce que tu dois l'éliminer? Non, les arbres doivent être toujours là. Les arbres ont toujours calmé le trafic. Les arbres ont toujours donné de l'oxygène. Elles diminuent la température. Elles donnent un bon paysage. On ne doit pas éliminer ces arbres. Elles doivent être là. Mais si vous regardez l'image à droite, ces arbres-là sont mal placés. Pourquoi? Parce que celui qui a conçu cette voie, qu'est-ce qu'il s'est dit? Je vais mettre une voie qui est assez large. Comme ça, il y a la circulation sur 7 mètres, sachant que 7 mètres, c'est beaucoup. Et à côté, on peut se garer. Ben là, on est en train de simplifier les choses pour ne pas se casser la tête. Normalement, pour se garer, il y a des normes pour mettre des parkings. On ne vient pas mettre sur toute la voie des parkings à l'infini. On ne sait plus où est-ce que je dois me garer. Il faut organiser ces parkings. On le voit dans les centres-villes qui sont anciens. Tu pars en centre-ville à Tunis ou bien à Sfax, tu vas voir des zones qui présentent des voies qui sont étroites. Tu as des places de parking et on différencie bien entre la chaussée et le parking. Maintenant, entre les véhicules qui sont en stationnement, on met ces arbres. Pour ceux des gens qui connaissent par exemple l'avenue Farhat Rached à Sfax, on a intégré des parkings entre les arbres. On l'a fait exprès. Pourquoi? Parce que ces arbres doivent rester. Et il n'est plus question de tolérer le stationnement à droite et à gauche sur la chaussée. Bon, vous me dites que les gens n'ont jamais respecté ça. Ben, je vous dis, ça c'est un problème de nombre de places. Et c'est à l'administration ou bien à la municipalité d'étudier pour certaines zones le nombre de places disponibles, faire des enquêtes de stationnement et proposer de bonnes solutions. Personnellement, j'interviens dans des projets de voirie en Afrique. Et l'une des composantes des projets, c'est de faire une enquête de stationnement. Combien j'ai de places? Et pour ces bâtiments qui sont à droite et à gauche, en fonction de leur hauteur, de leur occupation, et ainsi de suite, combien j'ai besoin de place?
Normalement, ça doit s'intégrer dans le plan de développement de chaque municipalité et de chaque commune. Donc, j'étais en train de parler des voies de dessert. Je passe maintenant à une voie principale. Ça traverse la GP14 devant des zones qui sont génératrices de public, mais d'une manière énorme. Hein. Là, c'est la GP14 au niveau des facultés. Vous avez la faculté de gestion, vous avez la faculté des commerces, vous avez l'Institut des sports à gauche, vous avez des foyers, vous avez des restaurants ou des réfectoires. Et vous voyez ici une chaussée qui a une largeur qui devient infinissable. Imaginez qu'un piéton essaie de rejoindre la partie gauche de la chaussée, parce qu'il y a des stations de bus à gauche. Et donc, il est obligé de parcourir cette voie-là. Il va parcourir combien? Si on le calcule ensemble, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5, 3,5 fois 4, ça fait 14 mètres. Ne comptons pas les parkings qui sont à droite, un peu juste devant les écoles et à gauche aussi. Donc, au minimum 14 mètres, et ça peut arriver jusqu'à une vingtaine de mètres à traverser d'un coup. Ça, ce n'est plus tolérable. C'est une question qui m'a toujours été posée. Dans des zones urbaines, est-ce que je dois faire un TPC ou non? Ben, dès lors, en Europe, hein, dès lors que vous dépassez les 7 mètres, il est obligatoire de mettre un TPC. Un usager ou bien un piéton ne peut pas traverser plus de 7 mètres en une seule phase. Il faut couper le cheminement en 2 phases, minimum, voire 3. Sinon, vous êtes, entre guillemets, responsable, techniquement, par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Bon, ici, pour ce projet-là, j'ai posé la question, bien sûr. Et ici, on va bien sûr mettre la ligne du métro. Donc, finalement, on s'est dit qu'on ne va pas maintenant aménager une voie dans les règles de l'art, alors qu'on va venir après, on va casser ça et on va mettre le métro. Donc, on dit que c'est un aménagement provisoire. Oui, on peut faire des aménagements, on peut tolérer une zone qui est provisoire, mais ça doit être accompagné par des aménagements qui sont provisoires. Le problème ici, c'est qu'on est venu revêtir ces 14 mètres avec une nouvelle couche de béton bitumineux. On a fait la signalisation. Ben, les véhicules légers, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Oh, c'est une très belle route. Ça m'incite à rouler vite. Regardez le tracé, il est rectiligne. Vous voyez le fond de la voirie, donc la visibilité elle est dégagée. C'est on dit un tapis dans notre langage. Donc on va accélérer, on va attaquer 90, 100 km à l'heure. Et tu oublies que tu es à côté d'une faculté. Une faculté qui génère plus de... Les facultés ici, ça génère, si j'ai le chiffre, ça génère plus de 10 000 étudiants le matin, pendant l'heure de pointe. Vous imaginez des véhicules qui traversent ça à 90-100 km à l'heure. Tu me dis, c'est quoi la solution ici? Tu mets un TPC? Pourquoi pas? Non, ça coûte cher, on va le casser après. Oui, tu peux faire des refuges. C'est-à-dire un TPC qui est coupé par endroits. Et j'organise le cheminement des piétons. Et ces cheminements doivent être placés dans des zones assez visibles, assez claires. Et je réduis aussi la largeur des voies. J'insiste sur la largeur des voies, s'il vous plaît. 2 fois 7 mètres, ce n'est plus acceptable en zone urbaine. Sauf si c'est isolé. Tu me dis combien est-ce que tu prends? Je prends même 4 mètres parfois. 4 mètres pour ces voies, non, pour les desserts. Mais pour les 2 fois 2 voies ici, je vais vous donner les chiffres. Je les apprends pas. Mais il y a des valeurs nominales. C'est-à-dire que si on les dépasse, on incite à la vitesse. Si on est en dessous, on va avoir des problèmes de trafic. Et c'est des valeurs, on va dire, universelles. Ce n'est pas propre à n'importe quel pays. Un autre exemple ici, ça c'est l'entrée d'une faculté. La chaussée ici, elle fait 8 mètres. Il n'y a aucun poids lourd qui passe. Il y a uniquement le bus de la faculté qui sort une fois par semaine. Et donc, la plupart des usagers ici, ce sont des véhicules légers. Ce sont des voitures. Une voiture, ça fait combien? 1,80 m, 2 mètres? Pour faire passer 2 voitures, pourquoi est-ce que j'ai besoin de 8 mètres? Ben, celui qui a conçu ça, il s'est dit, je dois fluidifier le trafic. Je fais une voie de 8 mètres. Et comme ça, je suis tranquille. Même si les gens veulent se garer, ils ont de l'espace. Parce que là, juste à côté, à droite, il y a une école. Mais regardez le trottoir au niveau de l'école. Il est tellement large, on se dit, bon, ils sont chanceux, ces élèves, ils ont un trottoir qui fait à peu près 8 à 10 mètres, alors que les pauvres étudiants qui doivent emprunter le trottoir qui est à gauche, parce que la faculté, elle est à gauche,
ils ont 1 mètre à 1,5 mètre. Donc ça, c'est un défaut de conception. Il y a un déséquilibre au niveau du trottoir. Il y a une chaussée qui est très large et ensuite elle est en bitume. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Au lieu de faire des chaussées assez larges avec du bitume et dépenser tout cet argent-là, pensons en largeur, diminuons un peu ces largeurs, gagnons un peu de temps et mettons ça au niveau des trottoirs. Aménageons des espaces pour les piétons, s'il vous plaît. Ça, c'est des choses sur lesquelles on doit se focaliser. Ce sont des choses à prendre en compte et on doit réfléchir, s'il vous plaît. Il n'est plus tolérable de calquer accent plan, profil long, largeur de 8 mètres pour n'importe quelle voie qui fait 15 mètres. Ce n'est plus acceptable. Et je disais tout à l'heure que parfois on a des aménagements existants qui sont sûrs et on les rend accidentogènes ou bien dangereux. Regardez la voie de gauche, elle est très ancienne. La largeur de la voie, elle est de 4 mètres. Et donc les gens, lorsqu'ils vont rouler sur cette voie, généralement, ils ont tendance à rouler moins vite. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr parce que la voie, elle fait de 4 mètres. S'il croise un véhicule, il va sûrement ralentir. Et puis à droite et à gauche, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des passages de piétons, c'est-à-dire des zones là où les piétons peuvent circuler le long de la route, qui sont informels. C'est-à-dire vous avez juste une zone là où le piéton il peut passer. Ben, cette voie qui est à gauche, pour moi, elle est beaucoup plus sûre que la voie qui est à droite, qui vient d'être aménagée. Pourquoi? Parce qu'on a élargi la route, donc on va augmenter la vitesse. D'accord. Merci, Sylvie. Et ensuite, vous voyez le passage piéton, le passage informel, il a disparu. Ben, les gens qui étaient habitués à emprunter ce passage informel, qui étaient plus ou moins sûrs, où est-ce qu'ils vont circuler? Ben, ils vont circuler sur la chaussée. Et puis cette bordure, comme d'habitude, elle va border juste des arbres et des poteaux, et on a favorisé la chaussée. Donc, finalement, si on veut résumer au niveau de ces voies de dessert, essayez de réduire la largeur au strict minimum. Ne calquez pas une voie de 6 mètres et on le met. Une voie de 8 mètres et on le met. Non, ça, ce n'est plus acceptable. Bon, au niveau de cet aménagement-là, je ne vais pas citer l'endroit. Vous voyez une voie de distribution sur laquelle on a des petites ruelles ou bien des voies de dessert qui ouvrent. À gauche, vous avez l'école et à droite, il y a les parents qui garent. Donc, la première chose, il n'y a pas de terre-plein, il n'y a pas de refuge. Donc, tout le monde doit traverser toute cette largeur de voie. Ça, c'est un premier défaut. Le deuxième défaut, c'est que sur cette chaussée, on a fait un dévers en toit. C'est-à-dire que lorsque l'eau pluviale va s'abattre sur cette voie, il y a une partie qui va ruisseler à droite et une partie qui va ruisseler à gauche. Ben, ça, c'est des dévers qu'on adopte au niveau des autoroutes, au niveau des voies principales. Mais si on réfléchit bien, on voit très bien qu'à droite, il y a un écoulement. Ça, c'est un écoulement qui est marqué, qui est même aménagé dans quelques zones. Ben, il fallait tout simplement se dire, on doit déverser toute cette eau pluviale vers l'écoulement. On aurait dû mettre un dévers constant vers la droite, vers l'écoulement. Et comme ça, on annule la stagnation d'eau devant l'école et devant les commerces qui sont à gauche. Donc, vous voyez que le dévers, si vous adoptez des plans qui sont existants, vous les étirez et vous les mettez ici, ben, l'entrepreneur va les appliquer. Et le troisième point qui m'a vraiment gêné, c'est que le long de cette route, le long de cette voirie, entre la chaussée et l'écoulement, on a mis une bordure. Cette bordure, elle va gêner les écoulements des eaux et on va avoir une stagnation dans la chaussée. On doit éliminer cette bordure tout simplement. Mettez chaussée, ensuite accotement, ensuite vous avez l'écoulement. Pourquoi est-ce que j'irais mettre un obstacle entre la voie et l'écoulement?
le long de la route. Visitez cette route-là lorsqu'il pleut un peu et vous allez voir les dégâts. Donc, vous voyez que je suis en train toujours de sensibiliser. Prendre juste un aménagement existant ou bien un profil existant de sa bibliothèque et essayer de l'intégrer, ça peut finir par des choses qu'on ne voit qu'après posteriori, après l'exécution, et qui deviennent parfois très graves. Parfois, on crée de nouvelles voies. Bon, ici, vous avez deux figures que j'ai prises à partir de Google. Donc, vous avez à gauche l'aménagement avant intervention et à droite après. Donc, il y avait ici un bâtiment ancien qu'on a détruit. Ensuite, on avait l'espace réservé ici et on a fait cette route-là. Ben, vous voyez très bien que la route, elle fait une largeur qui est très importante. J'ai visité ces lieux-là juste pour voir. Il y avait des écoliers qui traversaient cette route-là chaque matin pour rejoindre l'école de l'autre côté du quartier. Ben, au niveau de cette voie, on a fait du 14 mètres et on a ouvert la circulation. Ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait des piétons, donc on est venu faire quoi? Des dodanes. Ben, ce n'était pas dans ce sens qu'il fallait mettre ces dodanes, il fallait les mettre dans l'autre sens. Il fallait mettre des TPC, il fallait mettre des refuges, fallait inciter l'usager à réduire sa vitesse et lui montrer que ça, c'est une zone là où il y a des écoliers qui passent. Sachant qu'un écolier ou bien un enfant, il n'a aucune appréciation de la vitesse. Un enfant qui a 6 ou 7 ans qui traverse la rue, parce qu'il voit un véhicule à 100 mètres, pour lui, il est figé, il ne bouge pas. Il ne peut pas estimer sa vitesse et donc il est incapable d'estimer le temps nécessaire pour que ce véhicule arrive à sa place. Donc ces gens-là, on doit les prendre en compte dans les moindres détails. Bon, cet exemple-là, je l'ai toujours abordé au niveau de mes formations avec les collègues. J'ai dit qu'une fois, je suis allé en Italie dans un centre de physique théorique. Et ça, c'est le chemin entre le foyer et le centre. Donc, sur l'image en haut, vous voyez la perspective de la voirie pour les gens qui vont traverser la route au niveau du cheminement. Donc, vous voyez que c'est avec de la peinture. Et il y a des panneaux qui signalent le passage des piétons. Il y a un aménagement physique qui est en volume, qu'on voit à partir d'une certaine distance. Et donc, cet aménagement, il les incite à prendre les manœuvres adéquates pour ralentir. Il y a quelque chose dans cette zone-là. Maintenant, regardez le passage piéton. C'est les gens qui vont traverser cette route. Ils traversent une voie de 3 mètres. Ensuite, ils se retrouvent dans un refuge qui ne coûte rien, hein, juste avec la glissière. Et dans ce refuge-là, on casse leur trajectoire. C'est-à-dire qu'il ne va pas traverser sur le même alignement. Il doit faire le premier passage. Ensuite, il passe dans un couloir entre les glissières. Et dans ce couloir-là, il va être face à face aux véhicules qui viennent, pas dans l'autre sens. Donc, il va voir les véhicules qui viennent de l'autre côté. Et ensuite, on lui aménage une petite porte, une petite ouverture au niveau des glissières. Et on lui dit, tu termines ton franchissement. Ça, c'est l'idéal. 2 voies de 3 mètres avec un refuge. Nous, on fait du 14 mètres avec aucun refuge. Devant quoi? Devant des facultés. Ce n'est plus acceptable. Donc, finalement, la plupart des collègues, lorsque je les dis, est-ce qu'on fait un TPC en zone urbaine ou non? Si vous dépassez les 7 mètres, vous mettez obligatoirement le TPC. Je n'ai pas d'espace. Tu as l'espace, mais tu es en train de le réserver aux voies. Limite la largeur des voies et mets-moi un TPC, s'il te plaît. Et ensuite, regarde un peu les trottoirs à droite et à gauche et je vais vous donner les valeurs pour les trottoirs. Donc, je finis avec ces mauvais exemples par une phrase. Cohabiter dans un même espace, ce n'est plus acceptable et c'est dangereux. On ne peut pas accepter que sur une voie, on a tout le monde qui passe. Tout le monde cohabite. Les véhicules, les bicyclettes, les 2 roues motrices, les bus, les véhicules. On doit organiser tout ça. Et c'est notre rôle, en tant que concepteur, de l'assurer. Ne court-circuitez jamais le problème. Ne me dites jamais, je vais mettre une voie de 14 mètres, comme ça on peut garer à droite et à gauche, et on a résolu le problème. Ça, il ne faut plus l'accepter. Bon, ça, c'est les étapes qu'on doit suivre lorsque l'on va exécuter ce type de voirie. Il y a le montage de l'opération
C'est-à-dire que l'administration, elle voit qu'il y a un problème de largeur, de trafic, de stagnation d'eau, ou bien une voie qui devient très vétuste. Donc, elle va faire un pré-programme, elle va diagnostiquer ça, et normalement, elle doit se définir un objectif. Ben, l'objectif, ça provient justement de ce diagnostic. Il ne faut pas se dire, on va faire l'aménagement de telle voie, on ne s'y déplace pas, on va voir ça sur Google Earth, et on dit, bon, on va faire une voie de 6 mètres et le problème, il est résolu. Non, on doit visiter la zone, on doit regarder le tissu, on doit mesurer les espaces qui sont offerts, avec le levier topographique, bien sûr, et se fixer des objectifs. Et à partir de ces objectifs, on va définir le programme. Quelle est la largeur de la voie, quelles sont les largeurs du trottoir, et on va consulter des bureaux d'études pour faire la conception. Cette conception, elle est très importante, elle doit être suivie d'une manière assez étroite. On ne doit pas faire la conception par une seule personne. Je sais très bien qu'il y a maintenant ces programmes de consultation de la population vis-à-vis de certains projets, mais aussi les bureaux d'études doivent vraiment pousser un peu leurs études. Je ne parle pas maintenant du prix avec lequel ils sont en train de travailler ou bien le temps alloué au projet, parce que je n'entre pas dans ces détails-là. Mais si on veut et on peut diminuer plutôt le nombre d'accidents et proposer des aménagements qui sont sûrs, cette partie-là, on ne peut pas s'en priver. Ensuite, vous avez la réalisation des travaux, la réception, ensuite le suivi et l'évaluation du projet. Et comme on l'a toujours dit, ces projets doivent être bien communiqués à la population. Parfois, on fait une piste cyclable et on communique ça à l'échelle nationale et internationale. On a fait une piste cyclable parce qu'on n'en a pas en Tunisie. Ben, les projets de voirie aussi méritent d'être bien communiqués à la population. On leur dit, voilà, on a fait tel ou tel aménagement, c'est pour votre sécurité. Il ne faut pas les isoler. Ensuite, ils viennent, ils voient la route, elle est en train d'être construite. Ils ne savent pas pourquoi. Ensuite, on leur met des bordures juste devant leur maison, devant leur trottoir. Ils ne trouvent plus le trottoir. Et hop, le temps est passé, on n'a plus l'occasion de récupérer. Et même dans certains pays, on valide ça par des élus, on leur donne l'aménagement. Les élus ont des gens qui suivent leurs travaux et ils peuvent même donner des avis. C'est pas utopique, mais normalement, ça, c'est le chemin nécessaire pour tout projet de voie. Je disais, on oublie l'accent plan, profil en entre et tout ça, on doit réfléchir au niveau profil type. Et voici la conception générale des voies principales. Je rappelle qu'on a les voies principales, les voies de distribution et ensuite les voies de dessert. Donc, un schéma type ici, au niveau des voies principales, normalement, on a une chaussée, normalement, on doit faire du stationnement et regardez très bien l'arbre, où est-ce qu'il est placé. L'arbre doit être placé entre les places de stationnement, pas sur les trottoirs. Ensuite, sur les trottoirs, il y a des gens qui sont capables de marcher, d'autres qui ont une mobilité réduite. Donc, la largeur des trottoirs doit être bien étudiée. Donc, déjà, ça, c'est une recommandation. S'il vous plaît, ne mettez pas des places de stationnement le long des voiries et les arbres au niveau des trottoirs. Faites sortir les arbres au niveau des places de stationnement et libérez les trottoirs aux gens, s'il vous plaît. Donc, un schéma à droite ici, pour un bon aménagement, vous voyez le trottoir, vous avez des pistes cyclables pour les véhicules. Vous voyez le véhicule, comment il est garé entre les arbres. Donc, vous me dites, ça va limiter le nombre de places. Nécessairement. Et je vais vous donner pour 100 mètres linéaires de voirie, combien est-ce que je peux intégrer des véhicules en fonction de la nature du positionnement. Est-ce que c'est parallèle, perpendiculaire ou bien en épi. Un deuxième profil type au niveau des chaussées ou bien des voies de distribution. Là, la chaussée, elle devient un peu moins large et on s'attend à ce qu'il y ait davantage de piétons. Donc, elle doit être de moins en moins large et le trottoir doit être de plus en plus large. Il y a un chiffre qui me gêne. Parfois, on me dit, tu prends l'espace entre les deux bâtiments, tu prends 3/5 pour la voie et 2/5 pour les trottoirs. Ben, ce chiffre-là, moi, j'aime pas beaucoup. Parce que dans les pays un peu développés, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers pour la voirie, un tiers pour le trottoir à droite et un tiers pour les trottoirs à gauche. Si tu prends une voie de, on va dire, de 10 mètres,
Et tu prends 3/5 de 10 mètres, ça fait combien? Ça fait 6 mètres pour la chaussée. Ensuite, 2 mètres des deux côtés pour les trottoirs. Et sur ces trottoirs-là, on va mettre tous les obstacles qu'on peut imaginer. Les candélabres pour l'éclairage, les arbres, les signaux. Finalement, on n'a plus de trottoirs. Pourquoi? Parce que déjà, les 2 mètres ne sont pas suffisants. Et puis, les 6 mètres pour la chaussée, ça permet de faire véhiculer 2 poids lourds. Alors, est-ce que dans ta voie de 10 mètres, tu as tout le temps des poids lourds qui sortent, qui entrent et qui se croisent? Généralement, ce n'est pas le cas. On ne dimensionne pas la voirie pour 1 ou 2 véhicules qui passent tous les mois. On les dimensionne pour les trafics communs, journaliers. Donc, prendre 10 mètres, 3/5 pour la voirie, 1/5 pour les chaussées de part et d'autre, ce n'est pas acceptable. Et je vais vous donner plutôt des valeurs nominales de largeur de voie qu'on doit respecter et qui vont finalement nous offrir des espaces à vivre qui sont plus agréables, plus acceptables et dans lesquels vous aurez de l'espace pour mettre vos obstacles parce qu'on a besoin d'éclairage, on a besoin de panneaux de signalisation. Pour les voies de dessert, ça devient de plus en plus étroit. Il y a de plus en plus d'écoliers, des petits qui jouent dans la rue, qui jouent au ballon dans la rue. Et on ne peut pas les priver de le faire. Et donc, on cherchera toujours à leur offrir un peu d'espace pour respirer. On ne vient pas faire une route avec double bordure et il n'y a plus de trottoir, il n'y a que la chaussée. Regardez la chaussée qui est proposée ici. Elle est tellement étroite que vous avez l'impression que ça fait passer un seul véhicule. Non, ça fait passer 2 véhicules et on a gagné à droite avec une clôture de l'espace pour les gens à droite et à gauche on peut mettre des trottoirs, on peut mettre des arbres, on peut même tolérer la présence des petits qui jouent au bord de la route. Et ces gens qui vont emprunter cette route, plutôt les usagers, c'est-à-dire les véhicules, vont être obligés de circuler à moins de 30 mètres. On est en train de modérer leur vitesse. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment une conception, on va dire, magique qu'on peut adopter pour n'importe quel type de voie. C'est-à-dire l'entrée de ta conception ne doit jamais être la largeur entre les bâtiments. Ça doit être le type de voie, ça doit être le contexte local, la présence des piétons, la largeur des trottoirs. Tout ça doit être pris en compte et je vous invite à faire des rapports complémentaires aux études qui détaillent tout ça. Parce que généralement, on vient dans un projet, on lui dit que est-ce que vous avez fait l'étude? Il fait sortir un tracé combiné, un axe en plan, profil en long, quelques profils en travers. Voilà, on va faire tel béton bitumineux, tel graphe bitume et le projet va être très joli. Et à la fin, on se retrouve avec des projets tels que je les ai montrés. Donc, au niveau du guide voirie urbaine que je vous ai présenté tout à l'heure, il vous dit que pour chaque projet, vous étudiez les largeurs qui vont être offertes à ces différentes voies d'une manière très juste. Mettez juste le nécessaire. Et pour le choix donc, de ces nombres de voies et de ces largeurs, je vais vous donner donc des valeurs. On a toujours eu cette courbe à l'école dans laquelle on nous dit ça, c'est la courbe des bivitesses. Personnellement, je n'ai jamais eu, j'ai jamais compris cette courbe lorsque j'étais étudiant. Et en lisant ces documents-là, j'ai compris que cette courbe me donne combien est-ce que je peux faire véhiculer des véhicules sur une voie, tout simplement. Donc, vous voyez en axe des abscisses le nombre de véhicules et en axe des Y, la vitesse. La seule conclusion que je vais vous tirer de cette courbe-là, c'est que entre 30 et 60 km à l'heure, on peut faire écouler entre 1800 et 2000 véhicules par heure. Je prends une voie de 3 mètres ou bien 3 mètres et demi. Je vais compter le nombre de véhicules qui passent sur cette voie. Je peux faire écouler entre 1800 et 2000 véhicules par heure. L'heure de pointe du matin, entre 7h30 et 8h30. Donc, si sur ta voirie, tu as fait un petit comptage, et on peut le faire facilement, je pars de la matinée, je vois des stagiaires, je consulte un bureau d'études qui a filmé cette zone-là, je peux compter le nombre de voies le matin. Si je trouve que c'est de 200 à 300 véhicules par heure, pourquoi est-ce que je vais mettre 2 fois 2 voies ou bien 2 fois 3 voies? Et cette question-là, vous la posez à chaque fois. Combien je mets de voies? Vous allez chercher peut-être dans certains guides techniques, il vous dit pour les voies rapides urbaines, il faut du 2 fois 2 voies, du 2 fois 3 voies. Mais la base, c'est le nombre de véhicules. Et toute administration qui se respecte
et qui veut faire des voiries dans les règles de l'art, elle doit disposer d'une bonne base de données du nombre de véhicules à l'heure de pointe. Il n'est plus question de faire des aménagements en 2x2 voies, 2x3 voies, sans avoir le trafic. Et ça, on peut facilement le compter. C'est 1 heure. 1 heure, par exemple, le mardi, le mercredi ou bien le vendredi, vous faites 3 heures et vous faites la moyenne pour une semaine. Vous écartez les saisons estivales, les saisons des fêtes et vous faites ce comptage. Ça ne coûte absolument rien. Et ça vous permet de connaître le nombre de voies nécessaires. J'ai pris quelques exemples en France pour vous montrer quand est-ce qu'on fait du 2x2 voies, 2x3 voies. Et imaginez ici une route à 2x1 voie à Dijon qui permet de faire écouler 17 000 véhicules par jour. À Lyon, ils ont des tronçons qui font écouler 60 000 véhicules par jour. On fait du 2x3 voies. Pour des routes en 2x2 voies, on peut aller vers des valeurs qui sont très importantes. 2x2 voies à Dijon qui fait écouler 60 000 véhicules sans problème. Donc, cette conception il faut élargir la chaussée pour fluidifier le trafic, ça n'a pas de sens. On doit avoir le trafic et choisir le nombre de voies. On a toujours eu cette tendance de dire plus on va élargir la voie, moins on aurait d'embouteillage. L'embouteillage ne se produit pas au niveau des voies, il se produit plutôt au niveau des intersections. Vous circulez dans votre ville, vous voyez que sur les grandes voies qui sont très longues, vous n'avez pas de problème de circulation. Dès que vous approchez des intersections, là, il va y avoir les bouchons. Donc, ça ne sert à rien de faire des petites intersections. Et au-delà, on fait des routes qui sont très larges pour fluidifier le trafic. C'est l'inverse. Limitez le nombre de voies à ce qui est nécessaire pour que ça soit bien conçu. Ensuite, regardez votre intersection et calculez sa capacité. Cette notion de capacité, on va la voir ensemble. Bon, je reviens donc à la largeur des voies. Je disais tout à l'heure, on a toujours eu tendance 2x2 voies de 7 mètres de part et d'autre, un TPC de 1 mètre. Et ce qui reste pour les trottoirs, on s'en fout, c'est ce qui reste de toute façon. On a toujours pensé comme ça. Lorsque vous avez deux véhicules qui se croisent, vous avez leur gabarit et quelques marges de sécurité et de manœuvre. Et ces marges de manœuvre de sécurité intègrent les dispositifs de drainage. C'est-à-dire que toutes les largeurs que je vais donner maintenant, c'est entre bordures. Ce n'est pas entre la peinture. Ce n'est pas comme au niveau des autoroutes ou les routes principales, là où on dit 7 mètres, c'est entre peinture. Au niveau des voiries, on va parler entre bordures. Ces zones de sécurité et de manœuvre, elles sont de 10 à 50 cm en fonction de la vitesse. Et je vous invite à oublier maintenant ce 3,5 de la largeur de la voie. Ça, c'est international pour les voies principales. Comment on a déterminé ces 3,5 mètres? Malheureusement, je n'ai pas prévu un outil de réponse pour voie. Mais ces 3,5, généralement, ça permet de faire passer un poids lourd à une bonne vitesse, puisqu'il a des rétroviseurs et que son volant n'est pas braqué à un angle fixe. Donc, il a besoin d'une certaine marge de manœuvre. On a remarqué que 3,5 fait circuler ces poids lourds d'une manière assez correcte. Mais lorsque vous êtes dans une zone urbaine, et ça c'est notre sujet, la vitesse va être limitée. Et la présence des poids lourds, normalement, doit être aussi limitée. Que ce soit administrativement par la loi, au niveau des heures de pointe, ou bien même dans la conception de la ville. Je ne peux pas avoir une voie urbaine dans laquelle il n'y a que des poids lourds qui circulent. Il y a un problème. L'occupation des sols ne marche pas avec ce trafic-là. Je vous donne ici le cas des 2x2 voies et les valeurs qui sont tirées à partir du guide du CEREMA voirie urbaine. Dans des zones urbaines, bien sûr, on circule à 30 à 50 km à l'heure. Donc, à 50 km à l'heure, si vous avez une route à 2x2 voies, on va prendre la voie de droite 3 mètres et la voie de gauche 2,5 mètres. Bon, vous m'excusez, l'image ici, elle montre 3 voies, mais imaginez que cette route, elle est à 2 voies. La voie de gauche, là où va circuler les véhicules légers, on va prendre 2,5. Et la voie de droite, ça va être 3 pour la circulation des bus et des poids lourds. À 30 km à l'heure, ces largeurs, 50 km à l'heure, ces largeurs sont largement suffisantes. Donc, la somme, 5,5. Nous, on fait 7. Partout. Sauf s'il n'y a pas d'espace, on va mettre 6 et on est désolé. Non, tu n'es pas désolé, tu peux aller même vers 5,5 à 50 km à l'heure. Donc, dans des zones urbaines, si on vous dit on va faire une route à 2x2 voies de 7 mètres, vous dites stop. Ce n'est plus acceptable. Si on circule à 50 km à l'heure, 5,5, c'est largement suffisant. Mettons un TPC dans les règles de l'art.
mettons des trottoirs dans les règles de l'art. Pire que ça, si vous limitez la vitesse à 30 km à l'heure, vous avez besoin juste de 5 mètres. Et là, vous aurez de l'espace pour mettre des parkings. Au lieu de faire 7 mètres, je mets 5 mètres de circulation et les 2 mètres qui restent, on va essayer de gratter 20 cm supplémentaires. 2 mètres 20, c'est largement suffisant pour que les véhicules partent à droite de la chaussée d'une manière parallèle et on peut même mettre les arbres qu'on veut. Donc, moi, ça me dérange vraiment cette notion de 7 mètres dans les voies urbaines. Les bailleurs de fonds, l'autre fois, j'étais à la direction de l'entretien routier avec notre collègue Mohamed Guesni, le directeur. Il m'a dit, j'étais en réunion avec la base et les experts qui sont venus, la première chose qu'ils ont remarqué, ils m'ont dit, vous avez des chaussées qui sont très larges en milieu urbain. Pourquoi tout ça? Vous avez beaucoup d'argent? Ben, on a toujours fait des 2 fois 7 mètres, 2 fois 2 voies de 7 mètres et ce n'est plus acceptable. Et même si vous circulez à 70, vous avez besoin de 5,75. 70 km à l'heure. Donc, ces 7 mètres-là, mettez-la hors de la ville. Mettez-les au niveau des autoroutes, au niveau des rocades, au niveau des routes nationales, régionales, locales. Mais ne les mettez pas surtout dans des zones urbaines. Parce que ces largeurs-là vont inciter les usagers à circuler vite. Le piéton qui va traverser ça, il va avoir du mal à traverser 14 mètres. Et puis, n'oubliez pas que le contexte particulier de la Tunisie a toujours fait que les petites rues qui vont venir couper ces routes à 2 fois 2 voies, c'est le citoyen qui va sortir en hurlant pour vous dire, moi, je veux une interruption du TPC devant ma maison, devant ma ruelle, parce que je n'ai pas l'intention de parcourir 500 mètres, emprunter le premier giratoire que je rencontre et faire demi-tour. Je veux une interruption au niveau du TPC. Ben, si ces interruptions, on ne peut pas les annuler, ben, vaut mieux limiter la largeur des chaussées et les implanter dans des zones qui sont assez visibles. Sachant que, ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont les administrations qui suivent, qui évaluent leur projet. Dès lors qu'on fait des routes en 2 fois 2 voies de 7 mètres avec TPC et avec des interruptions, on a remarqué que le nombre d'accidents, il augmente. Il augmente. Et on n'a plus de solution. Selon vous, une question, quelle est la largeur de cette voirie? Je vous donne des, comment dire, je vous donne des propositions. Est-ce que c'est une route de 5, 5,5, 6, 6,5 ou bien 7 mètres? Vous avez le choix entre 5 valeurs. 5 mètres, 5,5, 6, 6,5 ou 7. Simer, 7,5. Simer, il fait un très bon routier. La largeur de cette chaussée, elle est de 5 mètres et demi. Et vous voyez qu'on peut faire véhiculer des bus et des véhicules légers d'une manière assez souple. S'il y a un embouteillage ici, ce n'est pas dû à cette chaussée-là. Il y a sûrement une intersection qui est juste en fond de la photo qui fonctionne mal, qui a une mauvaise capacité. Parce que les intersections, elles ont des capacités, on peut les calculer. On me dit parfois, bon, même si tu calcules la capacité, les giratoires qu'on a sont toujours saturés. Faites le calcul. Si c'est saturé, on propose une solution. Mais si ce n'est pas saturé et on peut adopter des solutions, il y en a des solutions dans l'élargissement des angles de construction. Les gens qui font de la construction savent très bien. On peut élargir le TPC, on peut revoir les voies d'entrée et de sortie, les rayons, on peut créer des voies de tourne à droite si l'espace le permet. Si toutes ces solutions-là, tu ne trouves pas une bonne capacité, tu passes à cet endroit-là, à une intersection qui est dénivelée. Donc, pour les chaussées bidirectionnelles, si tu as une voie de dessert dans un quartier, tu as toutes les raisons pour mettre une chaussée de 4 mètres. Je ne sais pas, moi, je n'ai pas trop côtoyé toutes les municipalités, mais j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y a des municipalités qui adoptent des voies de 4 mètres entre bordures dans ces voies de dessert? Ça permet de faire passer 2 véhicules en même temps. 4 mètres. Et à droite et à gauche, on met les places de parking. Et on aura de bons espaces pour les trottoirs. Pour 2 poids lourds qui se croisent, ou bien 2 camions qui vont acheminer des marchandises pour les distributions, on peut facilement faire des chaussées de 5 mètres et demi. Ce n'est pas la peine que ce soit 6 ou bien 6,5.
Si vous avez deux bus qui vont se croiser, on peut aller à ce stade-là à 6,5. Donc, vous ne voyez nulle part dans ces figures des largeurs qui sont de 7 mètres ou plus. Et ça permet de faire écouler ce qu'il faut. Donc, vous excusez si j'insiste, mais cette largeur de voie, on doit sérieusement la revoir. Que ce soit pour mieux aménager, que ce soit pour diminuer le nombre d'accidents. Et j'ai mis deux petites flèches pour rappel, c'est entre bordures, y compris le caniveau. Pour les nouveaux espaces, pour les nouvelles villes, c'est-à-dire à les limites des villes, parfois on a des programmes d'aménagement. Bon, je ne sais pas au niveau des municipalités quel est le rapport qu'on adopte, mais généralement on préfère des rapports de 1 par an ou bien 2 par an. C'est-à-dire qu'il faut que la largeur entre les bâtiments soit égale à la hauteur des bâtiments. Donc ça, c'est le rapport largeur sur hauteur égale à 1. Et mieux, ça va être 2 pour 1. Ça, ce sont les recommandations pour les nouvelles villes. Bon, je sais très bien que pour les grandes villes, ce n'est pas toujours le cas et on est en train de faire en sorte qu'on résout ces problèmes-là pour satisfaire tout le monde. Et là, vous voyez l'importance de cette largeur de voie que je vous propose. Ça permet, d'une manière assez tangible, de résoudre ce problème d'espace disponible. Et vous voyez ici une largeur entre bâtiments de 24,6. On n'est pas venu ici mettre 2 fois de voies et ensuite des trottoirs de 1 mètre de part et d'autre. Donc on a regardé le trafic et on a jugé que 2 voies de 3,5 sont largement suffisantes et on a mis une voie de 7 mètres. Maintenant, si vous adoptez la mauvaise règle de 3/5, vous allez avoir 25 sur 5, ça fait 5, vous allez mettre une voie de 15 mètres, alors qu'elle n'est pas justifiable. Donc, on va maintenant changer de stratégie. On ne va plus mettre 3/5 ou 2 fois de voie parce qu'on a toujours senti que c'est bien. On va regarder le trafic, on va regarder l'espace adéquat, on va regarder les largeurs de voie qu'il faut et on va essayer de proposer une solution optimale pour ce profil. Et uniquement pour ce profil. On ne peut pas le calquer pour d'autres projets. Et là, vous voyez la répartition en 3 sur 3. Donc, les trottoirs à droite, c'est 1/3 presque. La chaussée, c'est presque 1/3. Et l'autre trottoir, c'est presque 1/3. On n'aura jamais des valeurs exactes parce qu'on a des largeurs de voie respectives. Parfois, on me dit, bon, l'espace de 4 mètres, ce n'est pas suffisant. On n'a pas l'espace pour mettre des trottoirs et des chaussées de 4 mètres. L'une des solutions, c'est de faire un trottoir à droite et puis à gauche, changer le matériau de revêtement du pavé. Ça peut être emprunté par les piétons. Et les véhicules qui vont circuler ici, il va se retrouver dans une structure un peu floue, il va réduire sa vitesse. Mais si vous mettez toute cette voie du bâtiment au bâtiment en bitume, ben, les gens vont rouler vite et on n'a plus d'espace pour passer. Donc là, j'ouvre une petite parenthèse sur les matériaux de revêtement de ces chaussées-là. Ben, nos routes, malheureusement, sont tellement stéréotypées, c'est toujours gris, c'est toujours du béton bitumineux ou bien du revêtement superficiel. On voit pas le courage qu'il faut pour proposer des matériaux alternatifs. Ben, les pavés sont très recommandés dans les zones urbaines. D'ailleurs, ça ne casse pas, c'est déjà fissuré. Ça limite la vitesse. Ça permet d'écouler les eaux pluviales sans problème. Et puis, ça limite le coût du projet. Ça coûte moins cher que d'acheter ce bitume au dollar et mettre de larges chaussées. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal de choses à optimiser, même si votre espace il est limité. Et pour modérer la vitesse, dans le même esprit, on peut faire une sorte de fermeture de la perspective. C'est-à-dire qu'on vient sur cette voie et on aménage cette petite, c'est pas un meuble urbain, c'est plutôt une petite plantation qui n'est pas agressive. Hein, c'est des arbustes, même si on les percute, il n'y a pas de problème, qui vont fermer la perspective. Donc l'usager, lorsqu'il va regarder ça, il va limiter la vitesse. Alors, on dit parfois, mais non, on ne peut pas le faire, c'est pas adéquat dans nos routes. Ah bon? Bon, vous regardez la figure à droite qui va apparaître. Ben, vous avez un bâtiment qui fait la même chose. Et le mec qui a ce bâtiment, il a refusé l'expropriation.
Donc l'administration, finalement, elle dit, bon, on va laisser comme ça. Ben, c'est le même effet. Pourquoi est-ce que vous le tolérez lorsque les gens refusent de donner leur bâtiment et vous ne le mettez pas lorsque vous avez l'opportunité de le faire? Ça, ce sont des solutions qui modèrent la vitesse et qui diminuent la vitesse et qui améliorent le cadre de vie de votre zone. Donc, la fermeture de perspective, une solution, au lieu de mettre un dodan. Le dodan, c'est le dernier recours. Le dodan, c'est le combattant des automobilistes. Il gêne les automobilistes. Il casse les amortisseurs. Il cause tous les problèmes que vous pouvez imaginer. Alors qu'il y a d'autres solutions qui sont meilleures. Mettez le dodan en dernier recours, s'il vous plaît. Il y a aussi les écluses et les chicanes. C'est-à-dire que sur certaines routes qui sont assez larges, là où il y a des parkings, on peut venir à la limite de ces voiries-là et mettre juste le nécessaire. Ça peut être une solution pour les routes qu'on n'est pas prêt à reprendre, par exemple. On vient de part et d'autre de l'intersection de ces voiries et on fait des écluses. Et comme ça, les gens, lorsqu'ils vont rentrer ici, ils vont avoir ce sentiment de franchir une porte. Il a changé d'espace. Donc, je vais agir sur son comportement, je vais limiter sa vitesse et ça va donner un bon résultat. Regardez la photo en haut au milieu. Vous avez ce qu'on appelle une chicane. Je casse la trajectoire. Je ne tolère plus une trajectoire qui est assez rectiligne. Ça ne gêne pas le trafic au niveau des zones de dessert, je vous assure. Ça limite la vitesse, surtout avec le comportement des usagers. Je partage avec vous qu'on a tendance à rouler vite, mais de l'autre côté, je suis en train de vous montrer qu'il y a des solutions pour modérer leur comportement. Voici ici ensuite une chicane aussi, ou bien ici. Ces chicanes-là permettent de limiter la vitesse. Quand tu me dis ça nécessite de l'espace, je ne peux pas le mettre. Bah, regardez sur ces deux figures-là. À gauche, c'est avant. À droite, c'est après. C'est exactement le même angle de vue. À gauche, vous avez une voie qui est très rectiligne avec une bonne visibilité. Vas-y, usager, circule vite, il n'y a pas de problème. À droite, on a mis ces îlots, on a cassé un peu la trajectoire. Alors, on lui a donné l'impression, maintenant, tu es en zone urbaine. Est-ce qu'on a consommé de l'espace? Regardez très bien. Quelques centimètres, ça ne pose aucun problème. Donc, même si ça n'a pas été prévu, je disais, on peut l'implanter maintenant. Un autre exemple ici, un boulevard qui est très large, qui est assez rectiligne. Et ça pose des problèmes de répartition d'espace et d'accidentologie. À droite, c'est l'aménagement après la conception. Vous voyez, on a cassé un peu le tracé, on a amélioré les gyrations, on a limité la vitesse et on a offert de nouveaux espaces pour les piétons. Donc, il faut bien comprendre la problématique pour bien agir. Et ça, c'est une doctrine qui est très détaillée au niveau des guides techniques que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure. Il faut agir sur ces aménagements, il faut répéter les axes pour limiter les vitesses, quitte à requalifier certains tronçons qui sont assez dangereux et implanter des ouvrages ou bien des éléments qui sont saillis, c'est-à-dire physiques, qui ont un certain volume et qui, à certaines distances de visibilité, sont assez visibles, assez clairs, pour avoir un bon impact sur la sécurité. Donc, quelques photos, casser les axes, favoriser les routes qui sont sinueuses, c'est mieux que de favoriser des routes qui sont assez droites. Et dites ce que vous dites, pour moi, l'un des problèmes majeurs de l'accident de Hamdoun, c'était le fait que la voie, elle était tellement rectiligne avant le virage. Tous les bailleurs de fonds, tous les experts, tout le monde à l'international, comme l'Association mondiale de la route, la FIAC, vont dire qu'on favorise des voies qui sont sinueuses à des voies qui sont rectilignes. Alors que nous, malheureusement, lorsqu'on fait la conception sur AutoCAD, on essaie toujours d'allonger ces éléments droits pour avoir le minimum de virages et améliorer le trafic. Non, dans les zones urbaines, on oublie ça. Laissez les voies sinueuses telles qu'elles sont, plutôt que de les aligner. Parce que si vous alignez dans une zone et qu'à l'aval, vous laissez un virage qui est assez serré, vous risquez de générer des problèmes qui n'existaient pas.
Le changement du matériau de revêtement. Au lieu de mettre du béton bitumineux, on peut même faire du pavé sur toute une région. On me dit que ce n'est pas réalisable, mais non. Regardez au centre-ville de Tunis, pas loin du centre-ville, pas loin de la montre municipale qui est au milieu, Mongala. Vous allez voir qu'il y a certaines voies, certaines ruelles qui sont pavées et qui sont en train de donner de très bons résultats. L'entretien n'est pas quotidien et il n'y a pas de fissures, c'est fissuré. Et puis, ça limite la vitesse. Les gens ne vont plus circuler à plus de 30 km à l'heure. J'insiste et je vous incite à proposer de nouveaux matériaux au niveau de nos routes. Et puis, il y a une autre question qui a été toujours posée au niveau de ces matériaux. Est-ce que je mets du béton bitumineux ou bien un revêtement superficiel, tricouche? Bah, ça dépend du nombre de beaucoup de voitures qui vont circuler. Donc, on a peur pour cette chaussée, donc il vaut mieux faire un tapis de béton bitumineux. Ça, c'est du gaspillage. Ça, c'est de la perte d'argent. Parce que vous avez une voie qui est circulée uniquement par des voitures, des véhicules légers, il n'y a pas de poids lourds. Mettez-vous en tête le chiffre suivant. Le passage d'un camion, il représente une agressivité sur la chaussée qui est égale à l'agressivité de 1 million de voitures. Le passage d'un camion égale le passage d'1 million de voitures. Donc, parfois, on me pose la question, même dans des pays étrangers, dans une voirie, on me demande de faire le dimensionnement de la chaussée avec alizé. Bon, alizé, c'est beau, ça donne de très bons résultats, c'est de la mécanique, on a toujours aimé de faire des calculs, mais vous êtes dans une zone urbaine. Hein. Je lui dis, est-ce que dans ta voie de dessert, tu vas avoir des poids lourds qui vont circuler tout le temps? Il me dit non, juste au niveau de chantier de 6 mois, on aurait des poids lourds. Mais après, ça va être des véhicules légers. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu n'as aucun camion. Pourquoi tu dimensionnes la chaussée? Il me dit, qu'est-ce que je mets? Tu mets la structure minimale. Tu fais 15 cm de souvenance 0,30, plus 15 cm de souvenance 0,20. Ça, c'est tes couches de fondation et de base. Ensuite, tu fais un revêtement superficiel. Ben, quand est-ce que je fais du revêtement en béton bitumineux? Tu le mets lorsque il y a un certain nombre de poids lourds assez importants. Je vous donne un ordre de grandeur. Si sur 15 ans, tu vas avoir le passage on va dire, 100 000 à 150 000 poids lourds, sur 15 ans, hein, tu peux à ce stade-là commencer à réfléchir à du béton bitumineux. Mais si ce n'est que des véhicules légers, des stafettes, des camionnettes, de transport des transports, de transport qui appartiennent aux agriculteurs, aux farmers ou des louages, des taxis. Pour cela, il n'y a pas besoin de mettre du béton bitumineux, c'est du gâchis. En même temps, si vous avez des poids lourds qui sont en train de franchir ta voie d'une manière assez récurrente, là, il faut passer à du béton bitumineux et même de la gare bitume. On a eu une très bonne expérience avec la municipalité de Sfax à l'entrée du port de pêche de Sfax. Ben, on nous a contactés, on nous disait que chaque année, on a des nids qui apparaissent, et il y a des fissures et on ne comprend pas pourquoi. On est en train de reprendre la voie chaque année, chaque 2 ans, on ne comprend pas pourquoi. Ben, la raison, elle est double. D'une part, vous avez de la stagnation des eaux. L'eau, c'est l'ennemi numéro 1 de ta voirie, il faut l'acheminer. Et d'autre part, vous avez le service des mines, vous avez le port commercial, le port de pêche de Sfax. Vous avez des équipements sportifs à droite, CSS. Et donc, il y a toutes les conditions réunies pour qu'on ait beaucoup de poids lourds qui traversent cette voie. Et donc, du coup, il faut prendre en compte ces voies-là. La solution qu'on a adoptée, je ne vais pas m'attarder sur cet exemple-là, c'était de mettre de la graisse bitume et du béton bitumineux. Et puis, au niveau des intersections, puisqu'il y a la stagnation des eaux, on a étudié un réseau d'eau pluviale souterrain et on a même fait des intersections en béton armé. Eh bien, regardez la voie, actuellement, elle se comporte très bien. Il n'y a pas de fissure. Le problème, il est résolu. Pourquoi? Parce qu'on a toujours requalifié l'axe sans pointer du doigt les deux vrais problèmes, l'eau et la circulation des poids lourds. Voilà d'autres exemples de revêtement de matériaux avec du pavé en bord de chaussée, même si l'espace il le permet. Vous voyez ici qu'ils nous ont enlevé la bordure, elle devient une bordure très basse avec une bande en pavé. Ça permet de limiter la vitesse, ça permet de faire écouler l'eau facilement en étudiant la pente de la chaussée. Et surtout, une petite parenthèse, oui.
Une petite parenthèse au niveau de la pente minimale pour que l'eau passe sur une chaussée. Parfois, on me dit 0,2%, 0,25%. Enfin, 0,2%, 0,25%, lorsque vous allez donner à un entrepreneur à l'exécuter, il va sûrement engendrer des petites dépressions dans lesquelles il y aurait toujours cette stagnation d'eau. La stagnation d'eau va s'infiltrer au niveau des petits joints qui n'ont pas été bien exécutés, et ça va attaquer votre couche de fondation, le rendu qui est en dessous, et ça va générer des désordres au niveau de ta chaussée. Ben, selon tous les guides techniques, et ça on est en train toujours de le contrôler, la pente minimale d'une chaussée pour assurer le cheminement des eaux, que ce soit transversale, longitudinale ou bien combinée, c'est 0,5%. Mais si ta voie elle a un dévers qui est nul, parce que je ne peux pas acheminer l'eau à droite et à gauche, et j'adopte une pente longitudinale de 0,2%. La pente combinée va être de 0,2%, et ça va provoquer une stagnation des eaux, des problèmes de sécurité pour les piétons et pour les usagers, et une dégradation prématurée de votre chaussée. Ensuite, je viens à la dernière solution, les dodanes. Vous pouvez consulter sur Internet des documents techniques qui portent sur les dodanes. Et je vous invite vraiment à l'échelle nationale qu'on homogénise un peu notre conception. Un dodane, c'est 4 mètres, de hauteur 10 cm. Avec saillie d'attaque, elle doit être lors d'exécution inférieure à 5 mm. Ça, ce sont les recommandations pour les dodanes. Sinon, il y a les plateaux. C'est beaucoup plus, on va dire, on circule là-dessus avec d'une manière plus aisée. Les plateaux, ça fait des longueurs de 8 mètres à 30 mètres. La pente au niveau des rampons, c'est de 5 à 10%. Et son épaisseur, elle est de l'ordre elle est inférieure à 15 mètres. Ça permet d'implanter des passages piétons, ça permet aux usagers de les voir d'une distance assez importante, et ça permet de réduire leur vitesse sans pour autant leur faire sentir qu'on est sur un dodane très dangereux. Et les plateaux, c'est mieux que les dodanes. Voilà un plateau, vous voyez les piétons qui passent, tu peux facilement les voir, même dans un petit virage. Et puis, il est bien signalé, il est bien entretenu. Et l'angle d'attaque n'est pas très méchant, donc on peut l'adopter au niveau de certaines vies. Il y a un parent à moi, je l'ai visité à Paris et il disait, lorsqu'il parcourt les voies de Paris, il voit ces petits rectangles qui sont jetés comme ça au bon milieu de la rue. Ben, ce sont les coussins. Et ça aussi, c'est une solution qui est très adoptée à Paris, par exemple. Voici les dimensions qui sont tirées du guide du CEREMA. Et ça permet de faire passer les piétons et ça permet aussi de limiter la vitesse. Et la hauteur de ces obstacles, c'est de 6 à 7 cm, des petits coussins. Tu seras obligé de diminuer la vitesse parce que tu sens que ce sont des obstacles, alors que ce sont des obstacles très doux. Et ça permet de faire passer les piétons. C'est une des solutions. Ne sautez pas directement sur le dodane. Je passe au stationnement. Donc, je disais, on doit l'organiser. Vous voyez ici sur l'image de gauche, vous avez des véhicules qui sont garés entre les arbres d'une manière assez adéquate. Et donc, on dit ici qu'ils sont en train de stationner d'une manière parallèle. Et vous avez à droite les dimensions nécessaires, 2 mètres à 2 mètres 20. Je ne sais pas si c'est caché un peu par cette... Donc, un parking qui est parallèle à la voie, c'est 2 mètres à 2 mètres 20. Et si vous mettez plus, ça va causer un problème. Rappelez-vous, je disais tout à l'heure, on fait des voies de 14 mètres. On dit que 7 mètres seront réservés à la circulation. Ensuite, je vais avoir 3,5 à droite, 3,5 à gauche pour que les gens puissent garer d'une manière aisée. Si vous le mettez 2 mètres 20, il va s'égarer de manière parallèle. Et c'est très bien qu'il va empiéter sur la chaussée. Mais si vous le mettez 3,5, il va s'égarer d'une manière un peu inclinée. Et la moitié de la voiture va empiéter sur la chaussée circulable. Et ça, c'est pas bien. Ben, vous me dites, alors que si je veux me garer d'une manière inclinée en épi, ben, il faut aménager l'espace qu'il faut. Voilà, l'espace qu'il faut, c'est 5 mètres. Donc, lorsque vous mettez une valeur intermédiaire, 3,5 mètres, ce n'est ni le 2,20 ni les 5 mètres, ben, le véhicule va se garer d'une manière inadéquate et c'est dangereux surtout pour les motos. Parce qu'ils sont en train d'empiéter sur le petite réservation qu'il leur reste au niveau de la chaussée.
Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ici, vous voyez, le B, c'est la largeur qui doit être dégagée en fonction de la largeur de la voie et de l'angle d'inclinaison. Ça doit être dégagé. On ne doit pas avoir la bordure de l'autre côté qui empiète sur le couloir de largeur B. Sinon, en stationnement perpendiculaire aussi, c'est 5 mètres. Et on doit avoir 5 mètres dégagés pour que les véhicules puissent manœuvrer, faire leurs entrées et leurs sorties au niveau de ces parkings-là sans problème. Donc, lorsque vous voyez un parking de 3 mètres et demi, vous dites stop. C'est ou bien devant ou bien 5 mètres. Et on essaie de voir si on a bien dégagé l'espace derrière pour faire les manœuvres. Mais 3,5, c'est du flou. Et dès lors que c'est du flou, ça devient problématique pour pas mal d'usagers. Et puis, lorsque vous mettez ces arbres en saillie ici, vous améliorez la visibilité sur piétons. On nous a toujours incité sur visibilité des courbes, visibilité en dépassement, visibilité sur des obstacles sur la chaussée ou bien un véhicule à l'arrêt, mais on ne nous a jamais incité sur calcul de visibilité sur piétons. Moi, j'ai eu cet accident-là. J'étais en train de rouler comme ça, et hop, une jeune femme qui sortait de ces véhicules-là, et je l'ai percutée avec ma voiture. Je ne voyais pas d'où est-ce qu'elle sortait. Parce que vous mettez ces petits îlots en saillie comme ça, le piéton, il va directement les emprunter pour vous voir et pour vous montrer qu'il est là. Et donc, ça améliore la visibilité sur les piétons. Si vous les négligez, ben, tout le monde va circuler en une seule file, et un petit écolier qui sort, vous n'aurez pas le temps de le voir. C'est pourquoi il y a des véhicules maintenant qui sont équipés de capteurs qui permettent de s'arrêter brusquement si elles détectent le passage d'un piéton qui va entamer une traversée transversale. Bon, je viens sur le nombre de véhicules, comme je vous l'ai promis tout à l'heure. Le stationnement en parallèle, ça permet d'égarer 20 véhicules tous les 100 mètres. Les stationnements en épi ou bien en perpendiculaire, ça permet de stationner 40 véhicules tous les 100 mètres. Donc, c'est simple maintenant, dans le cadre d'une enquête de stationnement, si tu as besoin de tel nombre de places, tu mesures la longueur de ta voie et tu peux déterminer si je dois égarer parallèlement ou bien en épi si l'espace le permet. Et tu peux comparer avec le nombre de véhicules que tu peux faire entrer au niveau de ces parkings. Et à l'approche des carrefours, bien sûr, ces parkings-là doivent être arrêtés. Il ne faut pas que le parking aille jusqu'à la limite du carrefour. Pourquoi? Parce qu'il y a des piétons qui vont couper ici. Ça, c'est leur cheminement perpendiculaire. Donc, dès lors que vous faites des véhicules qui s'égarent ici, ça pose problème. Donc, c'est une recommandation internationale. Il ne faut jamais laisser les places de parking arriver jusqu'à l'intersection. Il faut les arrêter à une distance de 5 mètres. Donc, bien sûr, je vais partager cette présentation avec l'ordre des ingénieurs pour que les gens qui sont intéressés par ces valeurs-là peuvent revenir et prendre les valeurs adéquates. Actuellement, il y a certains projets pour lesquels on traverse des zones urbaines, là où on voit qu'on a besoin de place pour que les camions puissent livrer les commerces et les marchands à droite et à gauche. Sinon, il va faire des manœuvres en plein milieu de chaussée, il va s'égarer perpendiculairement à la route. Et si tu lui poses la question, il te dit, moi j'ai du lait, j'ai de l'eau à décharger au niveau de cette grande surface ou bien au niveau de ce commerce, et donc j'ai pas de place. Ben, le mec qui a ce commerce-là, généralement, il va sortir une bouteille de gaz ou bien des ronces en bois et il va dire, ne garez plus ici, c'est mon espace parce que j'en ai besoin lorsque mon camion vient décharger. Et c'est là que le piéton, l'usager qui était habitué à garer ici, qui va entrer en bagarre avec lui et lui dit la voie, c'est pas c'est pas ta propriété ou bien la propriété de ton père, on le dit. Ben, pourquoi tout ça? Parce qu'on n'a pas organisé les places de livraison. Partout dans le monde, on les a aménagées. J'ai proposé ça au niveau de la rocade de Sfax. Là, on est en train de faire des ouvrages pour déniveler la rocade. Il y a pas mal de zones, on nous a dit oui, on a des camions qui s'égarent, on est habitué à ça, et on aimerait bien avoir une place de livraison. D'autant plus les prévoir juste dès le départ, depuis la conception. Comme ça, on va les exécuter, et ces gens-là auront leur part de l'espace. Et les gens qui vont égarer, ils se disent oui, c'est une place de livraison, c'est normalisé, je ne dois pas embêter. Et on peut même mettre des panneaux de signalisation qui vont avec. Je l'ai proposé et heureusement, j'ai eu l'écoute
Les ingénieurs qui travaillent sur ce projet-là au niveau de l'administration régionale m'ont toujours appuyé et ils ont adopté ce type d'aménagement pour le nouveau projet. Les trottoirs. Les trottoirs, on ne les aménage pas uniquement pour les piétons, mais plutôt pour les personnes à mobilité réduite. On en voit chaque jour, mais on ne fait pas attention. Ça, c'était le même jour. C'était le même jour, je me suis dit, je vais rouler quelques ruelles à fax, et dès lors que je trouve quelqu'un qui a une mobilité réduite, je vais le photographier. Malheureusement, on n'est pas en train d'étudier le cheminement. Tu ne peux pas emprunter des bordures. À chaque voie qu'il va croiser, on lui fait une bordure de 15 mètres. Ce n'est pas acceptable. Et il y a des solutions. Ben, ces gens-là ont besoin d'un certain espace. Pour faire leur rotation, ils ont besoin d'un diamètre de 1,5 m. Leur gabarit, c'est 1,30 m de longueur sur une largeur de 0,8 m. Et c'est à partir de ces gabarits-là qu'on a détaillé les largeurs minimales des trottoirs. S'il n'y a pas d'obstacle à droite et à gauche, tu mets 1,20 m. Si tu es à côté d'un bâtiment, tu mets 1,40 m minimum. Mais de l'autre côté, il faut qu'il n'y ait absolument rien. Ni un arbre, ni un candélabre d'éclairage public, ni un panneau de signalisation. Il faut que ce soit dégagé. Et puis, au niveau de ces trottoirs, il faut qu'il y ait une pente pour que l'eau pluviale va vers la chaussée. Cette pente-là, elle est de 2%. Et là, j'invite tout le monde, au niveau de leur plan, les pentes des trottoirs dans les zones urbaines, c'est du 2%, c'est pas du 3, c'est pas du 3,5, c'est pas du 4. Parce que ces personnes à mobilité réduite auront du mal à circuler sur des pentes de plus de 2%. Ça, c'est normalisé. Sinon, au niveau longitudinal, il y a aussi des pentes qui ne peuvent pas dépasser. Ils ne peuvent pas aller sur des pentes de plus de 5%. Et même ces 5%-là, ça doit être aménagé sur au maximum une dizaine de mètres, pas plus. Si le terrain vous impose d'adopter des pentes plus importantes, vous pouvez aller jusqu'à 8%, mais au maximum sur 2 mètres, pas sur 3 mètres ou plus. 12%, c'est 0,5 mètres. Donc ça, on doit le prendre en considération dès la conception. Si on est dans une municipalité qui est caractérisée par des voies, caractérisées par des pentes assez raides. Sinon, vous trouvez des gens sur Facebook qui vont construire ces rampes-là et ils vous disent, je cherche une solution, s'il vous plaît, pour rendre cette pente très inclinée accessible à une personne à mobilité réduite. Il l'a exécuté, il n'a pas pensé à la pente maximale. Il a demandé au mec de l'emprunter, il dit, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et c'est là qu'il va commencer à chercher des solutions. Pensez à ça avant les travaux. Pour qu'on puisse parcourir les bordures, on a besoin de faire ces bateaux. Les bateaux ici sont normalisés, ils ont une pente de 8% maximum. Pour qu'il y ait au minimum 80 cm par rapport au bâtiment, il ne faut pas qu'il y ait moins. Et puis il y a des bandes DV ou bien des zones un peu rugueuses pour éviter qu'ils ne glissent lorsqu'ils empruntent ces bateaux. Là est exécuté ici. Malheureusement, la plupart des municipalités que je visite, on a toujours mis des bordures T2, T3, 15 cm de hauteur. Et on oublie ces bateaux. On me dit, bon, tu demandes des choses qui sont réalisables à l'étranger. Ben non, allez à l'avenue, l'ancien avenue 7 novembre de Sfax, devant l'Arbeca, et regardez le giratoire qui est implanté. Au niveau de chaque branche, tu as des bateaux qui sont aménagés pour ces personnes-là. Pourquoi est-ce qu'on les a fait là-bas et pas ailleurs? Ben, parce que ça gêne ces petits détails-là, ça gêne au niveau de la conception, au niveau de l'exécution et au niveau du suivi. Ben, on doit faire ce qu'il faut faire. C'est pas parce que ça gêne qu'on ne le fait pas. Sinon, on va se retrouver avec les exemples de sensibilisation avec lesquels j'ai commencé cette séance-là. Bon, j'ai aussi aimé mettre quelques dimensions des pistes cyclables dans quelques zones. On nous dit on va faire une piste pour les bicyclettes. Quelle est la largeur que tu adoptes? Bon, si c'est intégré au niveau de la chaussée, c'est 1,5 m, mais il faut s'éloigner des parkings de 50 cm. Sinon, s'il n'y a pas de parking, tu peux mettre 1,5 m. Dans certains cas, tu as assez d'espace, tu peux mettre des pistes cyclables au-delà de la chaussée, mettre quelques arbustes pour séparer les voies. Et si c'est unidirectionnel, donc tu as une voie de ce côté, une autre voie de l'autre côté, c'est 2 mètres. Si c'est bidirectionnel, c'est du 3 mètres. Bon, peu de municipalités le font, mais j'ai voulu juste vous donner les largeurs de ces pistes cyclables.
Alors, je vais entamer une grosse partie qui est les intersections, mais je crois que j'ai consommé tout le temps. Je ne sais pas, est-ce que je continue dans ce sens ou bien on reporte ça pour la deuxième session? C'est à vous de voir qu'on a promis aux gens 10 heures à midi. Bon, on est midi 10. Parce qu'on va prendre Des questions. oui. Oui, bon, l'intersection, je vais aborder les différents types d'intersections et les recommandations, et aussi le calcul de capacité, chose qu'on ne fait pas et qu'on doit faire. Donc, je préfère rester ça peut-être la prochaine session et recevoir les questions pour ne pas parler tout seul. Bon. Et merci tout le monde pour votre patience.